Je vous promets que son histoire est passionnante. Voilà, je vous le dis direct parce que je sais que ça peut paraître bizarre, il fait une vidéo sur Barbara, what the fuck. Rassurez-vous, s'il y avait rien à dire, j'en ferai pas. Si vous connaissez déjà un peu, eh bien, vous allez vous régaler. Et si vous connaissez pas, vous allez vous régaler. Mais en plus, vous allez découvrir une artiste passionnante, des musiques magnifiques, et puis, en vrai, une histoire incroyable, pleine de rebondissements. Donc voilà, posez-vous, régalez-vous, faites-vous un petit cappuccino comme moi, parce qu'aujourd'hui c'est de Barbara dont on va parler, une grande et énigmatique figure de la chanson française qui, je trouve, n'est plus assez connue par les gens de mon âge. Si je n'avais pas chanté, sans doute j'aurais été bonne sœur au putain. D'Édith Piaf à Jacques Brel, en passant par Aznavour, Renaud, Brassens et j'en passe, la chanson française a connu bien des grandes figures. À chaque époque, son grand talent, mais aujourd'hui on va parler d'une femme qui, entre la guerre, la misère et la déportation, n'était pas du tout prédestinée à devenir célèbre. Enfin, elle avait quand même quelque chose qui allait inévitablement faire d'elle une personne que l'on n'oublie pas, la persévérance et le talent. Et de la persévérance, il va lui en falloir un bon paquet, elle qui va devoir attendre des décennies entières avant de voir sa musique être enfin diffusée. Intime, provocante et mélancolique, aujourd'hui on va plonger au cœur de l'histoire d'une des plus grandes figures de la chanson française, qui, vous allez le voir, s'avère passionnante et pleine de rebondissements. C'est à Paris, en 1930, que naît Barbara, Monique Cerf de son vrai nom, dans une famille qui vit modestement. Son père, Jacques Cerf, est un juif alsacien, et sa mère, Esther, est une juive moldave. Entre le manque d'affection de sa mère et les mauvais comportements de son père, dont on va d'ailleurs devoir reparler par la suite, Barbara vit une enfance très mouvementée. À cause des problèmes d'argent de sa famille, elle ne cesse de déménager, passant d'un établissement scolaire à un autre, sans cesse chassée par les huissiers. Et les huissiers va les connaître très tôt, elle qui a 8 ans va un jour retrouver sa maison complètement vidée, les huissiers étant des gens très matinaux, comme elle l'écrit avec humour dans ses mémoires. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais vous allez le voir, Barbara c'est quelqu'un qui a un très bon sens de l'humour. Bref, très vite il y a des réflexes que la jeune Barbara, enfin la jeune Monique Cerf, apprend très tôt, comme ne pas ouvrir lorsqu'on toque à la porte, ou dire que son père est absent, quand on le demande. Négligemment habillée dans des vêtements trop grands pour elle, elle se fait très remarquer dans les établissements scolaires qu'elle fréquente. Dissipée, bavarde et provocante, elle laissait même parfois derrière elle un mauvais souvenir à ses anciens camarades qui étaient bien trop souvent obligés de participer à des concerts et à des spectacles à la récré. Bref, son manque d'assiduité à l'école n'améliore pas du tout sa relation avec ses parents, et en plus, comme tout bon enfant du milieu qui se respecte, eh bien, elle grandit un peu dans l'ombre de son grand frère et de sa petite sœur. En tout cas, niveau résultats scolaires, ses parents ne savent pas du tout quoi faire de la petite Monique, qui déjà ne fait que de répéter qu'elle veut devenir chanteuse. Déjà 8 ans. Bon, c'est un peu compliqué chez elle, c'est un peu compliqué avec sa famille, mais Barbara, elle a quand même un point d'accroche, puisqu'elle est très très proche de sa grand-mère, Ava, avec qui elle vit, et avec qui elle s'entend très bien. Elle gardera toute sa vie un très bon souvenir de sa grand-mère. Donc ça c'est cool. Malheureusement, et si vous avez un peu suivi, vous le sentez venir, mais Barbara, elle naît dans une famille juive, et dans les années 30. Donc évidemment, vous avez compris, lorsque Barbara a 9 ans, la guerre éclate. Son père est mobilisé, et le reste de la famille doit se séparer pour aller se cacher en zone sûre. Sa mère avec sa petite sœur d'un côté, et Barbara et son frère de l'autre. C'est chez sa tante que Barbara et son frère trouvent refuge dans un premier temps à Poitiers, mais après Poitiers, c'est à Blois qu'ils vont, puisque la mère de Barbara y a trouvé un job à la préfecture, donc ils la rejoignent, sauf que les forces de l'Axe progressent, mais sa mère apprend que le pont permettant de fuir la ville va être détruit, alors sa mère demande à la tante et aux enfants de s'enfuir in extremis, et donc c'est ici que Barbara fut à nouveau séparée de sa mère. Alors c'est en train qu'ils quittent la ville, et c'est lors de ce voyage que Barbara va être confrontée concrètement pour la première fois à l'horreur de la guerre. Après plusieurs heures de trajet, son train est stoppé dans une plaine de Châtillon-sur-Indre. La locomotive se détache du wagon et abandonne ici les passagers. Dans l'incertitude, les enfants du train passent alors leur temps en jouant à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du train. Pour les occuper, les parents envoient leurs enfants dans les fermes aux alentours pour aller chercher des provisions, de quoi manger, etc., puisque les jours passent et personne ne revient les chercher. Au 5e jour, 3 avions militaires survolent la plaine. Et ces avions, ils sont allemands. L'un d'entre eux est descendu par une défense anti-aérienne, les 2 autres piquent et filent tout droit vers le train. Les avions volent si bas que Barbara peut même y distinguer les symboles du Reich qui ornent la carrosserie.
Le train à l'arrêt a été pris pour cible, il y a des morts, il y a des blessés. Par chance, Barbara et ses proches n'ont rien, c'est le wagon voisin qui a pris le plus cher. Dans ses mémoires inachevées, Barbara écrit à propos de cet événement que lorsque l'on a 9 ans, la guerre c'est aussi parfois traverser l'horreur en jouant, nous continuons de jouer dans la plaine, aux abords du train. Au final, la petite fille restera 17 jours bloquée dans le train, avec ses proches et plein de gens qu'elle connaît pas, avant qu'on leur vienne en aide. Ils vont être accueillis finalement dans une école voisine, à Préau, près de Châteauroux. Après ça, Barbara va finalement retrouver ses 2 parents, à Tarbes, où il loue une maison. Son père, il a cessé de combattre, et il est revenu retrouver les siens. Alors là-bas, sa vie se stabilise un moment, ils sont quand même obligés de se cacher parce que je vous rappelle, ils sont toujours juifs. À côté, elle reste cancre à l'école et se sent vraiment stupide face à son frère qui, lui, est premier en tout. Enfin bref, tout n'a pas changé. De sa mère, Barbara ne se souvient d'à peu près aucune marque d'affection. De son père, un peu trop. À ce moment, on est à Tarbes en 1941 et elle a 10 ans. À demi-mot, Barbara n'emploiera jamais le terme d'inceste dans ses musiques ou dans ses mémoires, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Son père abuse d'elle régulièrement, Barbara, elle le vit évidemment très mal, elle sent la peur de son père grandir un peu plus à chaque fois, et sa mère, impossible de lui dire. Dans ses mémoires, Barbara écrit « Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». En mars 1942, tout va très vite. Un petit frère voit le jour, mais dénonciation par un voisin, la famille qui, je vous le rappelle, est toujours juive, est obligée de fuir à nouveau. Barbara et sa petite sœur trouvent refuge dans une ferme où ils travaillent en échange d'être logés. Elle fait ça jusqu'en 1945, mais finit quand même par retrouver sa famille à Saint-Marcellin. Et c'est ici pour la première fois que Barbara va devoir se faire opérer de la main, parce qu'elle a définitivement pas de chance du tout, parce qu'après la guerre, les problèmes familiaux et les abus de son père maintenant, c'est le handicap. Donc bref, elle doit se faire opérer en urgence de la main droite parce qu'il y a un noyau qui est en train de grossir dans sa main et qui paralyse un peu sa main et qui, surtout, la désensibilise. Donc à ce moment-là, elle le sait pas encore, alors elle va pas perdre sa main, mais elle va quand même devoir subir 6 opérations tout au long de sa vie pour régler un peu ce problème, ou au moins le contenir. Bref, après son opération, elle perd un peu en mobilité et son rêve de piano s'éloigne petit à petit. Mais ce serait mal connaître Barbara qui, déjà, même du haut de ses 15 ans, est très très déterminée à mener sa vie comme elle l'entend, et elle, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Chanter et jouer du piano. Alors même si elle a une main à moitié atrophiée qui marche plus, tant pis, elle entreprend elle-même une rééducation avec des exercices qu'elle fait tous les jours, pour pouvoir un jour peut-être jouer du piano. À la Libération en 1945, Barbara sait qu'elle a échappé à bien pire. Dans ses mémoires, et elle l'écrit, elle se sent plutôt chanceuse et elle sait qu'elle a une chance que beaucoup n'ont pas eue malheureusement. Barbara n'est pas du genre à se plaindre et à pleurer sur son sort, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a toujours marqué ses proches. Elle est très secrète sur son passé et sur son enfance, et beaucoup de ses amis très proches n'apprennent que dans ses mémoires, l'inceste notamment, ou même son histoire durant la guerre qu'elle a subie enfant. Même dans ses mémoires que j'ai eu la chance de lire pour me documenter pour cette vidéo, Barbara, elle a la faculté de raconter certains des événements les plus traumatisants de sa vie en un paragraphe, où genre, elle raconte des trucs à demi-mot, mais des trucs horribles. Voilà. Par exemple, page 31, là, dans ce tout petit paragraphe, en fait, elle est en train de raconter le jour où elle a assisté à l'arrestation d'un jeune maquisard qui s'est fait passer à tabac par des SS et puis fusillé, voilà, devant elle. C'est d'une sobriété. Bref, la guerre est terminée, Barbara a maintenant 15 ans, et 15 ans, c'est l'âge auquel elle a enfin le droit de prendre des cours de chant. Alors, elle demande autorisation à ses parents, et ses parents, ils acceptent, mais décident de s'occuper de rien du tout. Si elle veut prendre des cours de chant, elle se débrouille. Ni une ni deux, Barbara part à la recherche d'une professeure de chant, et au détour d'une rue, elle tombe sur un bâtiment sur lequel il est écrit « Madame Thomas Dusséquet, professeur de chant ». Elle l'a trouvé, si vous n'avez pas compris. Elle adore sa prof, elle est très pédagogue, et Barbara s'entend super bien avec elle. Elle aime ses cours, elle progresse très très vite, et elle apprend le classique et l'opéra, et même si c'est pas ce qu'elle veut vraiment faire, elle s'épanouit quand même vraiment dans sa nouvelle passion, le chant. L'année suivante, en 1946, Barbara part en vacances avec son père à Trégastel. Elle part seule avec son père. Bref, Trégastel c'est en Bretagne, et pour la première fois de sa vie, Barbara va appeler au secours. Et oui, les vices de son père n'ont pas cessé, et un jour, pour elle, c'est la fois de trop. Elle fugue, et elle s'enfuit, et part à la gendarmerie. Pour la première fois de sa vie, elle se livre et témoigne, mais elle pouvait pas espérer pire, je vous jure, c'est horrible. Barbara ne le sait pas encore, mais en fait, en se rendant à la gendarmerie, elle va se confronter à la négligence judiciaire. Voilà. Les gendarmes lui expliquent qu'il n'a pas 18 ans,
Sans blague, elle vient porter plainte pour pédophilie, et donc qu'ils doivent appeler les parents pour qu'ils viennent la chercher. Alors, après que Barbara ait été à la gendarmerie pour accuser son père d'inceste, devinez qui les gendarmes décident d'appeler? Oui. Ils appellent son père. Bref, j'ai même pas envie de m'étendre là-dessus, on pense à peu près tous la même chose, j'espère. Évidemment, son père est furieux et il a puni. Encore une fois, Barbara n'a pas eu de chance, mais malheureusement pour elle, c'est pas prêt de s'arrêter définitivement. Pendant ce même voyage en Bretagne, un jour sa mère l'appelle, sa grand-mère est décédée. Bouleversée, elle supplie son père de la laisser partir, il refuse, mais elle part quand même, et elle rejoint sa mère pour la sépulture de sa grand-mère. Après ça, la jeune adolescente s'installe à Paris avec sa mère, à Vitruve précisément, et elle continue ses leçons de chant et pas de piano. Je précise, elle n'a jamais pris de cours de piano, elle n'a aucune notion de solfège, elle fait tout à l'oreille, ce qui rend d'ailleurs encore plus fou ce qu'elle fait. Un jour, son père lui loue un piano. Voilà, faut bien qu'il fasse quelque chose de bien dans cette histoire. Il lui loue un piano, son premier piano, c'est un piano droit qu'ils font du coup venir jusqu'à chez eux. Mais du coup, louer un piano, ça veut dire le payer tous les mois pour qu'il reste, et si un jour il le paye plus, les propriétaires, ils viennent le récupérer. Mais donc c'est génial, elle a enfin un piano chez elle, elle commence, elle apprend un peu à l'oreille et tout, elle joue, et un jour elle est seule avec sa mère elle s'assoit sur le piano, et là elle joue du Bach. Barbara, elle n'était pas au courant que sa mère, elle jouait du piano, c'est pour vous dire un peu l'état de la relation entre la mère et la fille, c'est-à-dire que la fille, elle a toujours été passionnée de piano, et la mère, elle en faisait, mais les deux le savaient pas, Bref, les années passent, et son père s'éloigne peu à peu de la famille. Enfin, me direz-vous. Puis de plus en plus, jusqu'à finalement disparaître de leur vie. Enfin, à côté de ça, Barbara, elle continue le piano, mais Mozart, Tchaïkovski et Chopin, c'est pas vraiment ce qui la chauffe. Elle, ce qu'elle veut, c'est jouer du Edith Piaf, du Charles Trenet, et ça dans des cabarets devant un public. Alors tant pis, elle sait que c'est moins prestigieux, mais elle écoute ses envies. Elle en parle à sa professeure et décide d'arrêter ses leçons, et en vrai, sa professeure, elle reste très compréhensive, vraiment, jusqu'ici, elle est géniale. Alors à ce moment-là, elle se lance dans un très long périple, de galère en galère, pour pouvoir un jour peut-être toucher du bout des doigts son rêve, c'est-à-dire devenir chanteuse. Il y a une audition dans un théâtre. Voilà, on y cherche des mannequins choristes. Apparemment ça existe. C'est sa première édition. Alors évidemment, elle a bossé comme une dingue, et le stress est à son comble, mais le jour J arrive. Alors elle se retrouve entourée d'une trentaine d'autres femmes venues prétendre au rôle, et son tour arrive. Alors elle a le trac, elle monte sur scène, mais elle commence à jouer. Mais au bout de quelques secondes, on l'interrompt. C'en est assez pour le jury, qui veut savoir une seule chose, c'est que tout ce qui l'intéresse, c'est est-ce que Barbara est capable de marcher sur scène en relevant sa jupe. Attristée mais résignée, Barbara s'exécute et obtient le poste. 35 heures, travail le week-end, matinée pas payée. Pour arrondir ses fins de mois, les autres danseuses du cabaret proposent à Barbara de se prostituer, comme elles le font toutes. Alors Barbara, elle hésite, mais elle refuse. Pour Barbara, ce travail suffit un temps, mais très vite, il devient trop difficile de payer le loyer. Un jour, on vient lui retirer son piano droit, que son père avait loué, vous savez, avant de partir, et donc son piano disparaît, cela la déchire. C'est alors que Barbara, qui n'a pas 18 ans, ça c'est important de le rappeler, quitte Paris avec 100 francs en poche, 100 francs qu'une amie lui a prêté. Et elle se rend à Bruxelles. Elle rejoint un cousin à elle qui dirige un orchestre. Elle y reste un temps, mais il la traite pas très bien, donc elle s'enfuit. Elle erre un petit peu, elle se rend dans un hôtel, elle explique sa situation, elle explique qu'elle voudrait chanter, et coup de chance pour une fois, eh bien ça tombe bien, l'hôtel il cherchait une femme divan. Voilà, on invente des métiers ici. Et donc, je vous explique, femme divan, c'est une femme qui doit jouer et détendre les clients de l'hôtel. Cette période, elle reste très précaire pour Barbara, et un soir, alors que la faim se fait plus insupportable que les autres soirs, elle décide de se prostituer. Il faut du courage pour se prostituer, écrira-t-elle dans ses mémoires. Donc ce soir-là, elle se prostitue, mais coup de chance ou pas, je ne sais pas, ce soir-là, elle ne trouve pas de client, mais une âme charitable qui décide de lui offrir un repas. Sans papier et sans argent, Barbara se résigne, et après avoir vagabondé un temps et chanté par-ci, par-là dans les bars, etc., elle est décidée, elle quitte Bruxelles, elle rentre à Paris. À Paris, elle tente une audition dans un bar qui est réputé pour le beau monde qui le fréquente, la Fontaine des 4 saisons. Malheureusement pour elle, les auditions sont bouclées, elle arrive trop tard. Cependant, on lui propose quand même un poste, mais le poste de plongeur, c'est ceux qui font la vaisselle. Et au point où elle en est, elle accepte. Donc c'est pas sur scène qu'elle est embauchée à la Fontaine des 4 saisons, mais bien derrière, en arrière-cuisine. Et elle restera travailler là-bas presque une année entière, et en vrai ce poste-là lui aura quand même permis de voir passer pas mal de beau monde, notamment Jacques Prévert, Yves Montand, Simone Signoret, Boris Vian, et même son idole, Edith Piaf. Certes, son travail est dur et fatigant, mais il lui permet néanmoins d'assister à plein de représentations auxquelles elle n'aurait pas eu accès,
sans ça. Durant toute cette période des années 50, eh bien Barbara, elle fait la même chose qu'elle a fait à Bruxelles, c'est-à-dire elle erre, elle vagabonde, mais au lieu que ce soit à Bruxelles, c'est à Paris. Elle passe de petits emplois en petits emplois, elle connaît évidemment une grande précarité, mais poursuit toujours son rêve, devenir chanteuse. En 1958, Barbara, elle est embauchée à l'Écluse. L'Écluse, c'est un bar mythique du 6e arrondissement, et cette fois, Barbara n'y est pas embauchée pour passer l'éponge ou faire la vaisselle. Non. Cette fois, elle est embauchée pour chanter. Ça y est. Même si c'est chanter dans un petit cabaret, ça reste être payé pour chanter. Elle est chanteuse, ça y est. Après, beaucoup de monde passe sur la scène de l'Écluse. Barbara y chante parmi tant d'autres. Elle apprend beaucoup de cette période, elle y chante beaucoup de musique de Brassens, d'Édith Piaf et même de Jacques Brel. Jacques Brel, à ce moment-là, c'est un petit gars qui essaye de percer là, dans les bars à Paris comme elle. Et petit à petit, Barbara, elle devient la grande star de l'Écluse. Les gens viennent que la voir elle. Petite parenthèse, ça c'est important, à ce moment-là, Barbara, au début de sa carrière, elle ne chante que les musiques des autres, elle ne compose pas. Et donc, comme je viens de vous le dire, elle chante notamment du Jacques Brel, et Jacques Brel, c'est quelqu'un avec qui elle deviendra amie dans le futur, et c'est même quelqu'un avec qui elle partagera l'écran dans un film qui s'appelle France. Voilà, spoiler, c'est un film de Jacques Brel, il est super. Et j'ai également dit qu'elle jouait du Brassens, et Brassens, ça tombe bien, vraiment le destin est très bien écrit, parce que, eh bien, Brassens, c'est un peu le premier qui va tendre la main à Barbara, puisqu'il va lui proposer de faire sa première partie. Mais bref, ça arrivera juste un tout petit peu après, pour l'instant on est en 1958, et un producteur entend Barbara jouer au cabaret. Et ce que fait Barbara, ça lui plaît, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lui propose d'enregistrer un album. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Cet album, elle va le réaliser en tant qu'interprète, puisque je vous rappelle, à ce moment-là, Barbara, elle n'écrit pas ses propres musiques, donc elle chante toujours les chansons des autres. Et c'est donc son premier album, un 45 tours, et au total, Barbara, elle va en vendre 4. Bon, c'est vraiment moins que pas beaucoup, mais ça ne va pas l'arrêter parce que vous commencez à la connaître. Son nouveau producteur lui propose quand même une date au Théâtre des Capucines à Paris, une grande salle pour la jeune chanteuse par rapport à ce qu'elle connaît. Évidemment, ce serait une opportunité géniale pour elle, mais son producteur lui impose une condition. Si elle veut chanter ce soir-là, elle devra chanter sa musique à elle, et pas celle des autres. Et or, comme vous l'avez bien compris, jusqu'ici, Barbara, elle n'écrit pas. Elle n'écrit pas des musiques elle-même. Donc elle refuse, elle dit non, c'est pas possible, elle n'écrit pas sa musique, elle ne sait pas faire. Son producteur lui dit, très bien, tu ne veux pas chanter ta propre musique, tu ne chanteras pas au cabaret. Alors là, Barbara, elle sait que eh bien, c'est une super occasion qui lui file sous le nez, donc elle négocie. Elle lui dit que si, il y a quand même une musique qu'elle a commencé à écrire, mais elle n'est pas finie, elle n'est pas top, etc. Donc peut-être que cette musique, elle pourrait la jouer. Son producteur, il a le dernier mot, elle chante sa musique, ou elle ne chante pas. Mais du coup, c'est quoi cette musique? D'où elle sort? Et comment ça se fait que Barbara ait commencé à écrire alors que jusqu'ici, elle ne le faisait pas? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter quelques temps en arrière, parce que Barbara, elle ne raconte que ce qui la traverse. Dans ses musiques, c'est son histoire qu'elle raconte. Mais cette fameuse chanson dont Barbara parle à son producteur, en fait, elle fait référence à un récent événement qui vient de bouleverser la jeune chanteuse. Je n'avais qu'à pas l'écrire, je l'ai écrit. On radote finalement et on se raconte. Alors il faut avoir le courage de s'entendre, et tant pis, c'est comme ça. Le 21 décembre 1959, le téléphone de Barbara sonne. Son père, qu'elle n'a pas vu depuis maintenant 10 ans, est sur le point de mourir à Nantes, où il vit depuis qu'il a quitté la famille. Surprise, chamboulée et partagée entre plein d'émotions, Barbara hésite. Mais après mûre réflexion, elle décide de s'y rendre. Malheureusement, elle arrivera trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revue, il avait déjà disparu. Jamais elle n'aura pu revoir son père une dernière fois, ni même lui pardonner tout ce qu'elle lui a fait. Dans ses mémoires, Barbara écrit « Je m'en veux d'être arrivée trop tard, j'oublie tout le mal qu'il m'a fait, et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j'ai tant détesté « Je te pardonne, tu peux dormir tranquille, je m'en suis sortie, puisque je chante. » À ça, elle ajoute « J'apprends que les appels mystérieux reçus à la maison quand on raccrochait chaque fois sans rien dire, eh bien c'était lui. » Alors vous avez déjà peut-être compris de quelle musique il s'agissait, mais de cet événement, Barbara en aura écrit une chanson, cette fameuse chanson dont elle parle à son producteur, et ce titre, c'est Nantes. Il est plus sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur
chagrin. Donc c'est de cette musique qu'elle parle quand elle dit à son producteur qu'elle en a une dans son répertoire. Mais à ce moment-là, elle n'est pas terminée. Barbara, qui est très perfectionniste, réécrit sans arrêt, sans jamais être satisfaite, et c'est le jour même de la représentation que Barbara achève Nantes, chef-d'œuvre de la chanson française. Cette musique plaît, 2 mois plus tard, elle la joue à la télévision, ce fameux soir au Théâtre des Capucines. Ça y est, la machine est lancée. Mon départ de carrière s'est fait d'une façon finalement très brutale. On me dit souvent, mais enfin ça fait des années que vous chantez et vous trouvez que c'est brutal. Oui, c'est brutal, parce que les choses se sont passées presque en 48 heures. Bref, nous sommes en 1964, Barbara a alors 34 ans, et ça faisait 15 ans déjà qu'elle était à la poursuite de ce rêve, chanter. Elle avait à peine 18 ans lorsqu'elle quitta son chez elle pour Bruxelles puis pour Paris. Elle a erré, elle a vagabondé, elle a fait la vaisselle, elle a fait les trottoirs, et c'est finalement à 30 ans, après des années et des années d'attente, qu'elle connaît enfin son premier succès. Alors très vite, elle sort un album sur lequel figure évidemment Nantes, mais également d'autres titres originaux qu'elle a composés elle-même, dont le très célèbre dit « Quand reviendras-tu ?», une musique qui elle aussi fait référence à la vie de la jeune artiste. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. En fait, Barbara, elle a connu un homme à Paris avec qui elle a entretenu une relation. Le problème, c'est que cet homme, il occupe un poste à haute responsabilité, ce qui fait qu'il est jamais là, qu'il est toujours parti à droite à gauche, notamment à Abidjan. Et c'est du manque ininterrompu et de l'attente sans fin du retour de son amoureux dont parle cette musique. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Cette musique, elle l'a d'abord chantée dans un premier temps pendant une année entière sans dire qu'elle était d'elle, parce qu'elle avait trop peur que ça plaise pas. Et à propos de cette musique, Barbara, elle écrit dans ses mémoires « Je peux enfin chanter l'amour comme une femme. Si elles disent la même chose, les chansons d'amour écrites par des hommes ou par des femmes le disent de manière bien différente. » Après avoir chanté des chansons d'hommes toute sa vie, c'est en tant que femme très libre que Barbara va chanter sa vie, ses amours et ses peines. Durant toute sa vie, elle aura connu beaucoup d'hommes, mais elle aura expliqué que la vie à deux, eh bien, ce n'était pas fait pour elle. Et à son grand regret d'ailleurs. Dans sa musique, elle chante librement l'amour, du coup de foudre au sexe, et c'est sûrement une des raisons qui fait que le public qu'elle touche est très jeune. Dans les années 60, une femme qui parle librement d'amour, et d'ailleurs qui s'accompagne elle-même au piano, c'est hyper rare, ça court pas les rues. Mais même c'est une femme qui a les cheveux courts, qui est très grande, qui a un physique qui n'est pas du tout dans les standards de l'époque, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Et d'ailleurs, son physique l'a beaucoup complexé. Dans ses mémoires, elle écrit qu'elle a dû composer sur scène avec sa laideur. Bref, Barbara, c'est une personne qui ne laisse pas indifférent. En vrai, elle peut même faire flipper quand on y pense. Je veux dire, c'est une grande femme avec une très grande silhouette, tout le temps en noir, avec une qualité de vidéo des années 60. Certains disent même avoir été traumatisés violemment juste par la simple vision de cette icône. J'ai moi-même dû réaliser une thérapie intensive. Pour être une icône de la musique, il faut du talent, de la persévérance et une figure reconnaissable. Barbara coche toutes les cases. En 1970, Barbara, elle est chez Sony, ça fait déjà quelques années. Et dans son contrat, il est stipulé qu'elle doit fournir un album avant la fin de l'année. Problème, elle a une panne d'inspi. Elle a des musiques et tout, mais il lui manque un titre, il lui manque juste un titre. Et elle n'arrive pas à trouver qu'est-ce qu'elle peut faire. Alors elle réfléchit, elle écrit, elle rature, enfin bref, vraiment elle bloque complètement dessus. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien elle cherche dans ses notes, des fois qu'elle trouverait une idée inachevée ou un début de musique qu'elle aurait écrit, etc. Et coup de chance, dans un tiroir, elle trouve une note. Et dans cette note, elle s'en souvient, elle y a écrit un texte au réveil d'un drôle de rêve. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. À 40 ans, Barbara publie son plus grand succès, L'Aigle Noir. Alors des classiques, elle en a pondu. De Nantes à Göttingen en passant par Vienne, drôle d'itinéraire d'ailleurs, Barbara elle a composé grand nombre des grands bangers de la chanson française. Mais sans qu'elle en ait eu la moindre idée, c'est en 1970 qu'elle publie son plus grand succès, L'Aigle Noir, comme vous l'avez compris. Alors vous la connaissez sûrement, vous l'avez même certainement déjà entendu, mais en l'écoutant, vous vous rendrez compte que le sujet qu'elle aborde, il est très abstrait, c'est pas clair. Barbara y raconte sa rencontre avec un aigle noir alors qu'elle s'était assoupie au bord d'un lac. Mais alors, de quoi ça parle ? Eh bien, toute sa vie, Barbara restera assez secrète sur la signification de sa chanson. C'est peut-être même ce qui lui donne une telle aura d'ailleurs en vrai, donc c'est peut-être pas plus mal.
Mais en réalité, aujourd'hui, deux interprétations se distinguent quand même par rapport aux autres. La première serait que Barbara traite ici, dans cette chanson, de la montée du nazisme, plus largement, de la montée du totalitarisme. Aussi, l'aigle figurant parmi les symboles du Reich, l'interprétation tient plutôt la route. Mais il y a aussi une autre interprétation, tout aussi sombre. Vous vous en rappelez, je vous avais expliqué que Barbara avait été victime d'inceste, à cause de son père quand elle était petite. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. En soi, Barbara ne s'est jamais réellement exprimée sur la signification de sa musique. Personnellement, je trouve que les deux interprétations marchent plutôt bien, et au final, donc en une musique, on peut avoir deux interprétations, deux histoires, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quand je pense à l'inceste qu'elle a subi étant enfant, et que j'écoute les paroles, la musique fait un peu froid dans le dos. Bref, si certains en doutaient encore, après ce tube, Barbara est une grande star en France. Elle qui a connu la pauvreté, la Gestapo et la faim, maintenant qu'elle a du simflouz, elle le dépense. Parce que maintenant que je pèse dans le game, c'est pas pour me la péter, mais j'ai plus le temps quoi. Là il est 19h56, je vais aller manger et prendre ma douche. Faut laisser la star tranquille. Alors évidemment, cette femme elle est géniale, mais il faut pas exagérer, elle a quand même quelques défauts. Et déjà, le premier, comme je viens de vous le dire, elle est très dépensière. Après attention, c'est quand même un plutôt joli défaut parce qu'elle est très dépensière, oui, mais c'est jamais pour elle. Elle couvre de cadeaux son entourage et les gens avec qui elle travaille, à ses assistants qui la suivent au quotidien. Elle leur offre des beaux vêtements, des bijoux, etc., mais aussi des voitures. Et quand elle passe devant une vitrine devant laquelle elle voit un enfant s'émerveiller, elle résiste rarement à la tentation de lui acheter son jouet. Bref, en vrai, c'est plutôt un joli défaut. Après, il y en a d'autres. La plupart des gens avec qui elle a travaillé s'accordent quand même à dire qu'elle est très exigeante et qu'elle est parfois un peu compliquée. Par exemple, elle ne joue pas sur n'importe quel piano. Il y a des pianos sur lesquels elle refuse de jouer. Il faut toujours que ce soit un piano droit, queue, noir, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de contraintes. Et puis si vous travaillez pour elle, il y a de fortes chances qu'elle vous sollicite à n'importe quelle heure, même en pleine nuit, pour vous faire écouter une idée qu'elle a, une musique, etc. Donc ça c'est chiant. Un peu. Une fois, au tout début de sa notoriété, on l'invite en Allemagne pour qu'elle s'y produise. Alors elle y va, mais autant vous dire direct, ça la gonfle. Déjà, ça fait beaucoup de route, elle a un peu la flemme, et en plus quand elle arrive là-bas, c'est pas le bon piano. Giga caprice. Elle refuse de jouer tant que c'est pas le bon piano, et donc là les organisateurs ils sont ultra embêtés parce qu'il y a déjà des gens qui sont en train de s'installer dans la salle, donc c'est la giga cata. Heureusement il y a un groupe d'étudiants allemands là-bas qui décide d'aller chercher un piano et de lui amener directement sur scène, et donc le concert va pouvoir avoir lieu. Sauf que quand Barbara voit ça, donc évidemment elle est ultra gênée, elle se dit bon frérot, un peu abusé. Quand elle voit les 15 étudiants qui lui ramènent un piano à queue, ça la calme tout de suite. Bref, elle leur jouera son spectacle, et au final, contrairement à ce à quoi elle s'attendait, eh bien ce séjour en Allemagne, il va marquer sa vie durablement. Elle écrira une chanson sur la ville dans laquelle elle s'est produite, parce qu'elle a été touchée par la culture, elle a été touchée par les habitants, etc. Et cette musique, elle est devenue très célèbre, elle s'appelle Göttingen. Bien sûr, ce n'est pas la Seine. Ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli, tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne. Pour Göttingen, pour Göttingen. C'est pas cette musique, mais sachez qu'elle a joué un rôle très important dans l'histoire de la réconciliation entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Elle y raconte qu'elle est tombée amoureuse de cette ville d'outre-Rhin, et que si un jour il faudrait prendre les armes à nouveau pour s'y battre, cela lui déchirerait le cœur. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Par amour pour son public allemand, elle va traduire tout un album en allemand et se produira en Allemagne où elle chantera dans leur langue. La ville de Göttingen décorera Barbara de la médaille d'honneur et le gouvernement allemand va la décorer de l'ordre du mérite fédéral, la plus haute distinction en Allemagne, à savoir le Bundesverdi. What the fuck? Bon, que dire après ça? Sa carrière elle est grande, sa carrière elle est belle. Elle est connue et reconnue, elle tourne dans tout le pays, et même de l'autre côté de l'Atlantique. À un moment donné dans sa carrière, elle va même s'essayer au théâtre, notamment avec Gérard Depardieu, mais sans grand succès. Parce que oui,
On peut être une très grande femme, quand même être mal entourée. Après, apparemment, elle a la chance de ne pas faire partie des victimes de GG, tant mieux. Et ils étaient d'ailleurs très amis, voire... bon, voilà. Après, elle dirait la même chose de Jacques Brel. Il y avait un petit peu un jeu de séduction, etc. Enfin bref, vous avez compris, de toute façon, Barbara, c'est une grande amoureuse, c'est une femme qui aime bien les hommes et qui est très libre. Donc voilà. Il y a eu un petit peu un jeu de séduction avec GG et Jacques Brel. Bref, après le théâtre, elle s'est au cinéma, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans France notamment, un film de Jacques Brel, voilà. Enfin bon, les années passent et la santé décline. Et devinez où est-ce que Barbara va finir? En prison. Alors, rassurez-vous, elle n'est pas devenue mafieuse ou tête pensante d'un trafic d'organes, de drogue ou au routier. Non. Bon, en gros, c'est pas elle derrière les barreaux. Je vous explique. Barbara, c'est quelqu'un qui a connu la misère et la souffrance. Et lorsque la célébrité est arrivée dans sa vie, ça ne lui a pas fermé pour autant les yeux sur les misères du monde. Bref, on a connu Barbara sensible à l'horreur de la guerre, sensible au sort des enfants, au sort des femmes, etc. Elle se défendra un peu toute sa vie d'être une artiste engagée, en vrai je sais pas trop pourquoi, mais enfin bref, peu importe. Et dans les années 70-80, il y a un nouveau fléau qui s'abat dans le monde, le sida. À cette époque, le sexe et l'orientation sont des sujets encore tabous, mais Barbara a compris que c'est en sensibilisant qu'on combattra la maladie. Alors qu'elle pourrait profiter de son temps pour se reposer, elle décide de prendre des cours particuliers chez des spécialistes de la maladie. Elle demande à ses amis médecins de lui donner des cours sur la question afin qu'elle soit elle-même plus à même de répondre aux questions qu'on lui pose si jamais elle est amenée à parler du sujet. Bref, ses potes médecins, ils expliqueront après qu'elle était curieusement très assidue et tout, qu'elle prenait des notes, qu'elle enregistrait, etc. Enfin bref, une très bonne élève. Et donc elle devient un petit peu une sorte d'expert sur le sujet et donne une grande place à la sensibilisation dans ses concerts. Elle a toujours eu l'habitude de parler, d'échanger avec son public pour rendre les concerts un peu plus vivants, mais là c'est carrément des cours et des leçons de sensibilisation en plein concert. Donc voilà, elle discute, elle fait des sketchs sur les préservatifs, etc. Et d'ailleurs, distribution de capotes pour tout le monde à la sortie. Voilà, c'est ça les concerts de Barbara. Finalement, cette cause la touche un peu de près elle aussi, parce qu'elle a des amis qui sont malheureusement touchés par cette maladie, et donc c'est tout naturellement qu'elle a commencé à devenir activiste dans la lutte contre le sida. Quel rapport avec la prison, me diriez-vous? Bien, il n'y en a pas. Je rigole. Elle ne veut pas s'arrêter aux salles de spectacle et aux plateaux TV. Elle est décidée, elle va donner des concerts en prison. Donc bref, elle fait la tournée des centres pénitentiaires, notamment pour femmes, même exclusivement pour femmes à partir d'un moment. Donc là, ça devient des salons de littérature, des salles de concert et des endroits où on échange et on parle librement de plein de choses et surtout, évidemment, du sida. D'ailleurs, je tiens à préciser, on pourrait se dire qu'elle fait tout ça pour se donner une image plutôt sympathique, puisqu'en vrai, c'est admirable. Je veux dire, elle fait la tournée des prisons pour femmes pour sensibiliser à une cause qui est très importante, mais sachez qu'elle fait ça dans l'anonymat le plus total, enfin l'anonymat. Aucun journaliste n'est invité, et elle prévient d'ailleurs souvent la direction des centres pénitentiaires qu'elle ne veut pas communiquer la date exacte de sa venue, afin d'éviter les paparazzis, elle qui est particulièrement paparazzisophobe. Si c'est mes d'amour. Et c'est alors une femme plutôt âgée qui va juste simplement donner des concerts dans les prisons pour femmes. C'est aussi simple que ça. C'est admirable. Un jour, alors que Barbara se rend à la prison pour femmes d'Amiens, les détenus lui ont réservé une adorable surprise. Si Barbara gardait secret ses visites en prison, cette fois-ci, les détenus furent mis au courant de la venue de la chanteuse. Et toutes ensemble, ils décidèrent de lui offrir ce qu'elles pouvaient avec ce qu'elles avaient, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire que pendant des semaines, elles ont écrit, elles ont composé et elles ont révisé ensemble pour pouvoir, le jour de sa venue, lui chanter une chanson. Non, 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 n'est pas la maison. Non, 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 ceci est notre chanson. À tous les détenus du monde, derrière les barreaux crie l'espoir de la liberté, ne nous abandonnez pas. En soi, c'est pas hyper important, c'est pas grand chose, etc. Mais je sais pas, j'avais envie de vous partager cette anecdote parce que je la trouve trop mignonne. D'ailleurs, Barbara aussi a trouvé ça très mignon, elle a été très très touchée et très émue. Et après avoir écouté le chant que les prisonnières ont fait pour elle, elle a décidé de leur proposer de les accompagner au piano. Ceci est votre chanson.
Je vous ai dit, cette femme, elle est géniale, j'avais trop envie de vous la raconter. Ah, et d'ailleurs, en plus des tournées en prison qu'elle fait secrètement, Barbara a ouvert anonymement une ligne téléphonique pour les malades du VIH, pour leur tenir compagnie, et c'est un numéro que quand vous l'appelez, c'était vraiment Barbara qui répondait et qui parlait avec vous pendant des heures sans que vous en avez la moindre idée. Alors je ne vais pas m'étendre particulièrement sur la fin de sa vie car elle s'est terminée à l'écart des caméras. Mais évidemment, les années passent et sa santé se dégrade. Elle fait des allers-retours entre l'hôpital et sa maison en campagne qu'elle adore et développe une certaine addiction aux médicaments. Ses séjours à l'hôpital ont lancé pas mal de rumeurs au fil des temps, drogue, alcool, suicide, etc. Mais il n'en est rien. D'ailleurs, Barbara, au quotidien, contrairement à l'image qu'elle peut laisser d'elle vis-à-vis de tout ce qu'elle raconte dans ses musiques, en vrai, c'est quelqu'un de plutôt joyeuse. Quelqu'un qui a un grand sens de l'humour et qui adore faire rire et se donner en spectacle. Mais bon, ça vous surprend peut-être pas. Bref, en vrai, j'ai rien écrit de particulier pour la fin, je sais pas trop comment finir cette vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, la fin de sa vie, elle se passe un peu à l'écart des caméras, et puis en vrai, il n'y a pas grand-chose de notable à raconter. Elle s'éteint à l'hôpital d'une intoxication alimentaire, et c'est tout. À ce moment-là, elle met fin à une très grande et très belle histoire, à une très grande et une très belle carrière, et penchez-vous sur Barbara, c'est génial. Sa discographie, elle est remplie de classiques, elle est remplie de musiques aussi variées et riches les unes que les autres, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, mais musicalement, Barbara, en vrai, c'est hyper complexe, c'est hyper intéressant. Le fait qu'elle n'avait pas vraiment de notion de solfège, etc., ça fait qu'elle a un peu composé à sa manière avec ses propres règles, et ça a souvent donné des musiques ultra complexes, avec des changements de gamme, etc., très régulièrement. Et en vrai, Barbara, c'est un bonheur à jouer, c'est un bonheur à écouter. Donc en vrai, je vais finir là-dessus. Allez écouter Barbara. Merci. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans.